Est-ce qu'on doit parler de journal filmé, d'autoportrait, d'essai, d'une écriture cinématographique à la première personne? Je ne sais pas si vous avez, j'imagine, enfin, réfléchi à cette question ou si en fait vous la posez pas du tout et que vous faites des films, point, et qu'il n'y a aucune différence, si ce n'est des différences peut-être techniques et de production entre ces trois volets que j'évoquais. C'est très intéressant de. D'abord, merci de m'avoir invité parce qu'en fait, c'est comment dire, prendre la parole sur son travail, c'est une occasion d'y réfléchir en fait. Hein. Mmh. C'est-à-dire que je pourrais répondre à votre question que les deux sont vrais. C'est-à-dire qu'il y a bien des moments où j'ai essayé de réfléchir à ce que je faisais, et puis il y a eu aussi bien des moments où j'ai fait ces films aussi dans des mouvements, en fait, dans un mouvement de se saisir d'un sujet, d'une situation, et puis essayer quelque chose. Je dirais que d'abord, je pourrais commencer par, comment dire, en fait, le fait que faire un film, mais aussi bien d'ailleurs un film documentaire ou un film entre guillemets dit de fiction, ou ces films-là, là, ces deux films, mais il y en a bien d'autres, c'est des manières euh, de faire partager une expérience. C'est-à-dire partager un film, et puis une expérience, c'est quelque chose qui va fonder le film, en fait, qui va donner un élan suffisant pour le faire. Parce que, bon, voilà. Faire un film, c'est, quel que soit le film, un grand film, un petit film, c'est avoir un élan, un désir, un mouvement. Et il me semble que cet élan, ce désir, ce mouvement, il va être fondé sur quoi alors? Sur euh, un désir profond, mais un désir dans la vie, dans le fait de rencontrer quelqu'un, de chercher, de creuser une question. Et c'est ça l'expérience. Et dans les films dont on parle, enfin, en tout cas par exemple, ces deux-là, les deux miens, mais il me semble que c'est le cas pour beaucoup de cinéastes, ça va être faire une expérience dans la vie, faire un certain trajet dans la vie et s'accompagner d'une caméra, d'un moyen d'enregistrer les images et les sons. Alors, ça peut être aussi un appareil photo et puis juste prendre des sons. Ça peut être un téléphone portable. Enfin, il y a des tas de films qui se sont faits comme ça. Mais on va essayer d'enregistrer ce mouvement qu'on a fait dans la vie, cette expérience. Et en ce qui me concerne, dans ces deux films-là, ça a été souvent, même presque tout le temps, du cinéma direct. C'est-à-dire vraiment ce qui était en train de se passer dans ma vie à cette période-là. Euh, voilà, alors il me semble, tout à l'heure quand j'ai regardé le début, en fait, quand j'ai revu le début là, de la projection, le début du film, je me disais que vraiment, peut-être le fond de l'affaire, en fait, pour moi, dans ces films-là, ça a été de, en fait, quelque chose qui ressemble assez à ce qui est fait dans les films de famille, c'est-à-dire dans les films comme ça, amateurs, en fait. C'est-à-dire capter, conserver le moment de la vie qui passe. Des moments. Alors, dans les films de famille, on va principalement filmer ou photographier les moments heureux, les moments ritualisés même, hein, de Noël, Pâques, le mariage, le baptême. Voilà des moments qui sont comme des espèces de preuves en fait de quelque chose s'est passé dans nos vies familiales. Et on l'a capté pour le regarder après. Enfin, je ne sais pas si ça correspond à votre expérience. Et je pense que j'ai fait ces films-là en, en fait un peu comme sur deux jambes, en fait, une espèce de jambe Madame Tout-le-Monde qui fait ça, et puis une autre jambe cinéaste, parce que évidemment je ne pouvais pas ne pas, à partir du moment où je filmais,
ben, il fallait faire une forme, en fait, si je montais le film. Et en particulier dans le film Grandir, c'est-à-dire je ne pouvais pas ne pas faire de forme. Ne pas faire de forme, ne pas faire un film, un récit, un objet quoi, cinématographique, ça me tourmentait, en fait. Le film Grandir, là, que vous avez, peut-être certains d'entre vous ont vu, qu'on a montré là à 19h, non, à 16h30, c'est maintenant 19h. Je l'ai tourné pendant, je sais pas, 10 ans. Donc évidemment, c'était aussi que je n'arrivais pas à faire cette forme. Donc je continuais à tourner en espérant que l'accumulation allait m'aider à dessiner une forme, un sens, une image. Et le fait de... J'aurais pu me dire, bah, c'est pas grave, je laisse toutes ces images et puis peu importe. Mais moi, j'avais besoin qu'il y ait une forme qui en sorte. Et donc, à partir du moment où je devais faire une forme, eh ben, j'étais du coup engagée dans un mouvement de cinéaste, en fait. Et donc, j'étais là avec ces deux mouvements qui sont quasiment contradictoires, parce qu'un film de famille, on ne va pas... disons que c'est assez tabou dans les films de famille de filmer des choses que j'ai filmées là, des moments critiques, des moments de tristesse, l'enterrement, l'image de quelqu'un de mort. Enfin, si vous avez vu le film, c'est pas du tout ça qu'on filme dans les films de famille. Et donc j'étais comme ça entre les deux. Et du coup, comment dire ? En fait, j'ai commencé à arriver à faire le film quand j'ai compris ça. Quand j'ai compris que je ne pouvais le faire qu'en acceptant d'être à la fois du côté amateur, en fait, et du côté artiste, quoi. Et donc, en essayant de conjuguer ces deux mouvements, que je pouvais peut-être essayer de faire le film, et aussi en acceptant un certain échec, en fait, de ces images qui étaient à la fois, comment dire, d'une certaine façon maîtrisées, parce que oui, j'aimais cadrer, quoi, je continuais à aimer cadrer, mais en même temps, du fait que j'étais à cette place-là dans la famille, enfin, que j'étais à cette place-là, c'est-à-dire à l'intérieur de la famille, je ne sais pas si c'est assez clair ce que je dis. En fait, comme j'étais dans cette situation double, j'étais pas cinéaste quand je filmais. C'est-à-dire que j'étais dans la famille, mais je le dis à un moment dans le film, j'arrivais pas à me saisir de l'objet familial pour le documenter comme je l'aurais fait d'un autre sujet si j'avais été en train de faire un film documentaire sur la Poste. Vous voyez, c'est-à-dire en fait à le concevoir en prenant du recul et à le mettre en forme, à le mettre en scène. Là, j'étais à l'intérieur, je ne pouvais pas prendre de recul. Vous voyez à peu près ce que je dis. Et en plus, c'était accentué, je pense, par le fait que vous avez peut-être vécu, vous aussi. C'est-à-dire que aller dans la famille, retourner chez ses parents, on est remis à la place de l'enfant. Et donc là, c'était non seulement j'étais en train de faire un film d'amateur, mais aussi j'étais remise à ma place dans la fratrie avec tout ce que ça implique, et donc très compliqué de prendre ce recul pour produire du sens, quoi. Voilà, donc je me suis débattue avec ça pendant une dizaine d'années. Et d'ailleurs, ça a aussi créé en fait quelque chose de positif. Ça a été horrible, mais ça a aussi créé quelque chose de positif, c'est-à-dire que ceux que je filmais, je crois qu'ils ne pensaient pas que j'étais capable de faire ce film, quoi, puisque j'étais là toujours à essayer de le faire. Et donc ça a créé une espèce de plus grande liberté, en fait. Liberté, de détachement, disons. J'étais encore là à filmer, donc voilà, je pense qu'ils se disaient que j'y arriverais jamais, que c'était plus vraiment un film. Détachement de leur part et d'oublier complètement la caméra. Oui, voilà, c'est ça. Oui, voilà, de plus tout à fait y croire comme un film, quoi. Bon, après, quand j'ai monté le film, peut-être que je brûle toutes les questions là, mais
Non, ça va, il y en a on d'autres. pourra revenir. Quand j'ai monté le film, une fois que j'ai eu monté le film, je leur ai montré le film. Enfin, c'est-à-dire que je n'ai pas non plus fait ça clandestinement. Je leur ai montré. C'était l'occasion de beaucoup de conversations, non seulement sur le film, mais sur notre histoire familiale, etc. Et donc, voilà, là, je suis redevenue cinéaste. Mais voilà, j'essaye de décrire la situation particulière dans laquelle je me trouvais. Mais j'ai remarqué quand je montre ce film que les spectateurs qui l'aiment bien, pour eux, ça fait écho avec leur propre vie familiale. Parce que, bon, bah, voilà, ce qui me frappait en le faisant, c'est la grande, comment dire, ressemblance de ma vie avec toutes les autres, quoi. Hein. Et donc, je pense que si on se voit dans ce film en pensant à sa vie familiale, on voit aussi que on le fait pas, le film. Enfin, ceux qui sont pas cinéastes, souvent ils le font pas, le film, et ils le font pas pour des raisons que justement j'essaie d'expliquer là, qui sont que si on se met à faire un film, on se met à avoir un point de vue, et donc à comme ça faire comme l'intrusion d'un point de vue dans la vie familiale, et c'est assez complexe, quoi. Ça crée des tensions, des dissensions, mais aussi du savoir, peut-être. Et est-ce que, justement, à quel moment naît l'idée du film? Enfin, c'est-à-dire l'idée qu'on va, qu'on va en faire un film. C'est-à-dire, est-ce que c'est avant même de commencer à tourner, ou bien est-ce que c'est... Là, je parle pour les deux, Oui, parce pour que, les mais deux je pense que films, c'est deux, enfin, oui, c'est je pense que c'est deux professionnel. films qu'il faut voir ensemble, parce que c'est deux films qui se répondent. Mais du coup, voilà, à quel moment naît l'idée? Est-ce que, par exemple, est-ce que vous tenez un journal filmé? C'est-à-dire, est-ce que vous filmez tous les jours? Est-ce que vous avez toujours la caméra dans votre poche, ou avec votre téléphone, comme Alain Cavalier, par exemple, qui viendra la semaine prochaine, qui filme et puis qui, à un moment donné, se dit tiens, je vais faire un film où il y a quelque chose qui va être déclencheur. Est-ce que, voilà, est-ce que c'est dès le départ, vous dites ok, là, je vais faire un film et je vais faire ce film sur une dizaine d'années, ou comme demain et après-demain, où là, vous dites que ce sera sur une année et je vais tenir ce journal filmé sur une année, ou est-ce que vous filmez très régulièrement et à un moment donné, vous dites là, il faut que j'en fasse un film. C'est plus simplement pour moi, mais c'est quelque chose que je dois partager. Est-ce qu'on tourne avant, ou voilà, ou est-ce qu'on a déjà cette idée? Quand j'ai fait Demain et encore demain, donc c'est le film qu'on va montrer à 21h. En fait, c'est donc en 95. J'ai une espèce de vision, en fait, en 94, en novembre. Voilà, il y a les petites caméras qui commencent à arriver. J'ai fait des essais avec. Je trouve ça génial. Et j'ai la vision, vraiment comme ça, quoi, comme on pourrait voir un texte, par exemple, pour quelqu'un qui écrit un texte ou un tableau. J'ai la vision que l'année 95 va commencer, puisqu'on est en novembre, et que je pourrais faire un film qui commence en janvier et qui s'étend sur toute l'année. Et là, j'ai comme la vision, en fait, de ce film où je sais un certain nombre de choses qui vont arriver dans l'année. Évidemment, il y en a beaucoup que je ne sais pas. Et donc, j'ai la vision de ce film en pensant qu'il pourrait commencer en janvier et finir en été, à l'automne, voilà. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je rencontre Claude Guizard, qui travaille à l'INA dans le secteur de la recherche, et je lui raconte ça, et lui, ça l'intéresse. Mais ça se passe comme ça, en quelques heures, ça l'intéresse parce que le côté expérimental l'intéresse, et il me dit, ben d'accord, tu pourrais venir à l'INA, on te prêterait une caméra, etc. Et voilà, et je me mets à faire le film comme ça, mais vraiment, j'ai la vision comme d'un texte, en fait, et aussi d'une expérience dans la vie, une expérience cinématographique. Et donc, je me dédie complètement à ça. Il se trouve que là, j'ai les acédiques à ce moment-là, et voilà, je vis des acédiques, et puis après, vers le mois de septembre, j'ai plus rien, et donc là, j'arrête le film parce que j'arrive plus ni à le financer, ni même à le continuer, parce que tout ce que je filme, de nouveau, m'apparaît comme quelque chose qui va recouvrir,
enfin, ça peut plus rentrer dans une durée cinématographique. Et donc, ça s'épuise. Et puis, c'est les grèves de 95. Et moi, je me mets à travailler pour gagner ma vie. Ça devient compliqué, enfin bon, de se déplacer. Et j'arrive plus à trouver l'élan pour faire le film. Donc là, vous voyez, c'est vraiment une vision d'un objet artistique que je monte au fur et à mesure. Et voilà, je le fabrique, quoi. Et je le vis en même temps. Dans Grandir, c'est complètement différent ce qui s'est passé, puisque c'est comme je le raconte dans le film. Je vais à ce mariage, je me dis que je vais le filmer pour lui, pour mon frère. Et en le filmant, je vois, voilà, je le vois, quoi. En train de le filmer, je vois que j'ai l'inspiration d'un autre film qu'un film qui soit juste un film familial pour le mariage. Parce que je les filme. Il y a ma mère qui arrive et qui pleure. Il y a bien plus de choses qu'un film souvenir. Et là, je me mets à penser que je vais poursuivre ces fils et que ces fils de notre histoire familiale, je vais essayer de les poursuivre d'une façon moins... Mais je n'ai pas une vision définie dans le temps et dans l'espace comme je l'avais pour Demain et encore demain. Et donc, je me mets à suivre ces fils et je me perds dans ces fils, comme on le voit peut-être un peu dans le film. En tout cas, je cherche quelque chose qui est très difficile et qui met beaucoup de temps à être saisi et qui se passe entre l'Algérie, les États-Unis, la France, où j'essaye de dessiner comme ça, comme un portrait en fait de toute cette famille. Voilà, donc c'est vraiment complètement différent. Et là, depuis, par exemple, j'ai filmé la dernière année de la vie de mon mari. Mais je suis pas arrivée à le filmer, à le monter, pardon, même si j'ai eu une vision comme ça pour l'instant. Mais c'est toujours un projet, je dirais. Moi, j'ai pas du tout la pratique d'Alain Cavalier de filmer toute ma vie en me disant, comme lui, j'ai l'impression, d'après ce que je comprends, que certains motifs, il va se mettre à les creuser, où il va avoir l'impression qu'il en a fait un film sans tout à fait s'en apercevoir, etc. Je ne dédie pas ma vie au cinéma comme ça, autobiographique, au point où Alain Cavalier le fait. Peut-être un jour je le ferai. Mais pour l'instant, non, j'ai je fais d'autres choses. Donc, c'est-à-dire, il y a quand même quelque chose qui est important à percevoir, qu'on ne perçoit pas forcément quand on regarde les films. C'est que même si ces films filment le quotidien, le non spectaculaire, la vie ordinaire, les faire, c'est un acte artistique. Je veux dire, on ne peut pas le faire juste comme ça dans une sorte de loisir, quoi. C'est pas rien, ça prend toute la vie. Je pense que ça prend toute la vie d'Alain Cavalier. Moi, chaque fois que je l'ai fait, ça m'a aspiré, quoi. C'est vraiment des films. Et donc faire un film, c'est avoir une inspiration, une vision, même quand on va filmer tous les jours. Moi, par exemple, une des choses qui se rapproche de ça, c'est que je prends souvent une photo chaque jour. Même juste prendre une photo, c'est tout un... oui, disons que c'est... oui, c'est ça, c'est suivre une vision, quoi. C'est avoir cette vision. Alors, faire des films tous les jours, voilà, il faudrait que je m'y dédie complètement. Et pour le moment, j'ai encore d'autres désirs, d'autres visions. Et j'ai l'impression, d'ailleurs, c'est troublant pour moi par rapport au projet d'Alain Cavalier. Moi, j'ai l'impression qu'il se passe trop de choses chaque jour pour que je puisse les filmer. C'est-à-dire que je ne peux pas. Je suis submergée, en fait, par tout ce qui se passe. Donc, même quand je tiens un journal comme ça, écrit, mais je ne peux pas écrire tout ce qui se passe, quoi. C'est trop, en fait. Donc, je ne sais pas comment fait Cavalier. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qu'il ne filme pas. Donc, c'est quoi le journal filmé si on ne filme pas tout ce qui compte dans une journée? Je ne sais pas. C'est-à-dire le fait de déjà choisir ce qu'on va filmer dans une journée, c'est une façon de scénariser un film. Donc, ça veut dire qu'il a déjà une vision de quelque chose qu'il est en train de poursuivre. Et
enfin c'est ce que j'imagine, ce serait intéressant de lui poser la question. Il va donc, dans la journée telle qu'elle se présente, faire un choix d'une certaine couleur, et donc c'est, j'imagine, en référence à des projets cinématographiques qu'il aurait déjà. Et sur pardon, je reviens sur la temporalité, là, du coup, sur Grandir. À quel moment, du coup, vous dites que le film est terminé? Parce que j'imagine que vous n'avez pas projeté que ce serait sur 10 ans. Oui, alors... Donc à un moment donné, on se dit, non, c'est pas encore, il faut continuer à filmer. Et à quel moment on se dit, bon, là, le film est là? Je pense que... Parce que 10 ans, c'est long quand même. Oui, c'est-à-dire c'était ces 10 ans où j'arrivais pas à le faire, oui. Et il y a eu un moment après la mort de mon père, mais je pense qu'on le sent dans le film, il y a comme quelque chose qui change en fait. Et il se trouve que à ce moment-là, enfin un peu après, j'ai été en 2010 j'avais tout ce matériel accumulé qui pesait dans ma vie un point terrible, puisque je n'arrivais pas à le transformer en film. Et je ne savais pas comment faire. Parce que c'est d'ailleurs ces deux films-là et d'autres que j'ai faits, moi j'ai beaucoup de mal à demander de l'argent pour faire des films comme ça. Parce que c'est des films tellement personnels que je ne sais pas comment faire pour dire oui, donnez-moi de l'argent pour faire un film sur ma vie. J'y arrive pas, enfin, même si j'ai pu essayer. Quand Claude Guizard me propose de faire le film Alina, il me donne pas d'argent, mais il me donne les moyens de faire le film. Et ça me suffit, quoi. Je ne sais pas comment faire. Et donc c'est d'ailleurs des films pour ça qui sont très libres, en fait, mais qui posent la question de leur production. Et donc, il se trouve que à ce moment-là, Ross McElwee, dont vous montrez un film, qui est un très grand cinéaste que j'admire beaucoup, et dont j'avais vu le film d'ailleurs que vous montrez, Time Indefinite, avant de faire Demain et encore... non, en fait, pendant que je faisais Demain et encore demain, Sylvie Bloom, qui travaillait à l'INA, me l'avait montré. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée et avec qui j'ai fait des débats, j'ai montré ses films, etc. Et donc Ross McElwee, en fait, travaillait à l'université d'Harvard et il m'avait proposé de venir animer un atelier qui est proposé à des cinéastes tous les ans. Un atelier avec les étudiants sur la fiction et le documentaire. Et donc j'ai pensé à ce moment-là, quand il m'a fait cette proposition, que c'était l'occasion de monter le film. Puisqu'il y avait une salle de montage qui m'était donnée, je pouvais avoir un étudiant qui m'aide, etc. Et enseigner. Et je ne travaillais pas tous les jours. Et donc, en fait, j'ai vu dans cette proposition de Ross McElwee une sorte de proposition de production marginale, parallèle, mais qui, pour moi, était vraiment super, puisque je pouvais faire le film, quoi. Et donc, j'ai accepté. Et j'ai été avec mes rushs et j'ai passé, au lieu de visiter les États-Unis, je suis restée dans la salle de montage à essayer déjà à les regarder, à les organiser, enfin, puis à commencer à les monter. Et puis, quand je suis rentrée en France, en fait, il y a un cinéma qui est le cinéma de Saint-Ouen, l'Espace 1789, qui m'a proposé de montrer des étapes du montage aux spectateurs, dans une espèce d'atelier avec les spectateurs, en échange d'une somme d'argent avec laquelle j'ai payé le monteur qui m'a aidé à finir le film. Je raconte ça parce que, en fait, souvent, ces films, parce que c'est des films marginaux, et du coup que c'est des films plus libres, ont des histoires de production singulières, parce que comment faire sinon? Voilà, donc ce film-là, il a été fait à peu près comme ça. Voilà, et donc j'attends peut-être l'occasion, je sais pas, par rapport à deux, trois autres films comme ça que j'ai fait entre-temps. Voilà, Noël dernier, j'ai fait un film sur ma mère où j'ai filmé Noël et puis elle, et voilà, et je sais pas comment me mettre à le monter. Et aussi le film sur mon mari, là, que j'ai filmé il y a 3 ans.
Et alors justement, sur la question production, ou j'ai envie de dire, enfin construction, parce qu'on parle bien de films, donc avec un regard de C'est cinéaste, exactement c'est ça. pas. C'est-à-dire que justement, il faut produire le montage en fait pour ces Ouais, films-là. ouais. Parce que le tournage, bon, on va prendre du temps dans sa vie, etc. Mais alors le moment où il faut quand même de l'argent, c'est le montage. Trouver quelqu'un, trouver du temps, trouver une situation plus professionnelle en fait pour monter les sons, mixer, étalonner. Enfin, vous voyez bien quoi. Je suis sûre que dans la salle, il y a bien des personnes qui voient de quoi il s'agit. Et voilà. Et donc à ce moment-là, il faut trouver de l'argent. Et donc on va passer à une autre étape en fait de la fabrication, une autre étape en production, mais aussi en conception. C'est-à-dire que voilà, une forme, trouver une forme. Oui, voilà, c'est là que je voulais en venir. C'est donc dans cette recherche d'une forme, en fait, Ouais. donc dans la construction d'un récit, il y a aussi, ce qui paraît être complètement, enfin, paradoxal, mais qui pourtant me semble être présent quasiment dans tous les films qu'on va présenter, il y a un sens dramatique. Il y a une dramatisation, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de récit exposé à un spectateur sans une forme de dramatisation. Et pourtant, on est dans le cinéma le plus direct, le plus pur qui puisse être. Et pourtant, il y a cette étape-là de la fabrication. Et ça, c'est quelque chose, on peut pas aller. Est-ce qu'on ne peut pas aller contre, on va dire, d'une volonté, parce que ça ne peut pas marcher, ou est-ce que c'est tout naturellement qu'on va vers le récit, et le récit ne peut pas se passer de dramatisation? Je ne sais pas, justement, quand vous êtes à cette étape-là, si c'est les questions que vous vous posez, comment vous réagissez et ou interagissez avec le matériel que vous avez filmé, et sachant qu'en plus, alors quand on parle plus là du côté journal filmé, monter, c'est retranché. Ah bah oui, Donc, oui. c'est forcément C'est mettre à une poubelle. question Comment c'est une question très intéressante qui est sans fin pour moi. Quand je fais demain et encore demain, au fond, je me la pose à peine, disons, parce que j'ai monté au fur et à mesure. Et je le fais, si je me souviens bien, au fond, le film, il est construit sur l'histoire d'amour qui est filmée et sur, je dirais, entre guillemets, l'amant, l'amoureux, et puis l'enfant, mon fils. Et donc, mais je le construis comme ça, en fait, assez inconsciemment. C'est vraiment maintenant que je vois que je l'ai construit comme ça. Et donc, dans une dramaturgie très de récit cinématographique. Oui. Bon, voilà, et je le fais comme ça. Et d'ailleurs, il a une plus grande peut-être efficacité que grandir. Mais quand je fais grandir, justement, là, j'ai vu beaucoup de films, je l'ai beaucoup montré, j'ai essayé de comprendre ce que c'était que ce genre. Et là, j'ai essayé, comme je le disais en introduction de la projection, j'ai essayé quand même d'être plus proche de ce mouvement de vague de la vie, quoi, où on n'est pas dans le plein tout le temps, hein, vous le voyez bien dans vos vies, on est dans le plein, dans le vide, dans le rien, et puis ça reprend forme, et voilà. Donc j'ai essayé d'être plus proche de ça, de quelque chose de moins lisse, moins structuré. Et voilà, et sûrement que c'est la difficulté pour faire un film autobiographique, quand on s'intéresse à représenter ce mouvement de la vie sans forme, quoi, forme et informe. C'est là la plus grande difficulté. Et en même temps, c'est là où c'est vraiment intéressant et où on est plus proche du cinéma expérimental. Peut-être un jour, j'arriverai à être plus proche de ça. J'aimerais bien. En même temps, avoir un projet cinématographique, ça va se présenter souvent sous la forme d'une forme. Par exemple, le film là que j'ai pas encore monté, que j'ai fait donc en filmant mon mari, ce que je voyais et ce que j'ai filmé en fait, je voyais une forme cinématographique et je pense que c'est ce qui va exister. Donc je n'étais pas du tout du côté de l'informe. Je voyais un plan fixe, un plan séquence plutôt, un noir, un plan séquence, un noir, et voilà. Et donc quand je filmais, j'avais cette idée de forme. Donc voilà, c'était déjà une transformation, quoi. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup un jour arriver
à être proche, enfin je ne sais pas comment le dire d'ailleurs, d'un film informe et en même temps qui serait capable d'avoir une sorte de contact avec d'autres, avec un public. Bon, c'est des questions qui se posent enfin, pas seulement dans le cinématographique, hein, dans le cinéma. Alors, quand même, il y a quelque chose qu'il faut souligner, justement, par rapport à ces films autobiographiques, mais c'est d'ailleurs aussi le cinéma documentaire, mais il me semble que dans le cinéma autobiographique, c'est encore plus fort, quoi, parce que ce sont des films qui se font souvent dans des conditions vraiment marginales, intimes, personnelles, etc. Donc c'est des films qui sont beaucoup moins formatés que les films qu'on voit dans le cinéma dominant, hein, dans le cinéma entre guillemets commercial, ou dans le cinéma que je fais d'ailleurs quand je vais faire un film avec des acteurs. Et ça, c'est une question très intéressante d'ailleurs, justement, puisqu'on est dans une cinémathèque, quelle est la part dans le cinéma entre guillemets commercial, qui est aussi le cinéma qui permet d'être en contact avec les spectateurs, qui est le cinéma qu'on a aimé, quelle est la part de liberté formelle? Et je trouve que dans les années 70, où il y a eu des moments dans le cinéma où il y a eu une part de liberté formelle et aussi de ce qui est raconté beaucoup plus grande que dans le cinéma entre guillemets commercial aujourd'hui, où l'expérience, la liberté, elle est rejetée dans les marges, quoi. D'ailleurs, vous faites là j'ai vu dans le programme les excentriques, vous excentrez, hein. les excentrés, c'est intéressant ce titre parce qu'on voit bien le problème, c'est-à-dire que la marge de liberté, elle se, pour le moment en tout cas, elle se réduit, quoi. Il y a une normalisation très très forte à l'œuvre dans le cinéma, dans toute la société. Donc voilà, on essaye de trouver des endroits où il y a voilà, la possibilité de faire quelque chose de plus proche de nos sentiments, nos sensations, etc. Et dans le cinématographique, je trouve que y a ça, quoi. Je peux reprendre le mot protéiforme que vous avez employé tout à l'heure, et dans la programmation que vous faites, là, je trouve qu'on le voit. Voilà, c'est extraordinaire. Les formes qui sont inventées par les cinéastes, voilà, il y a plein de choses, quoi, dans le genre, quoi. C'est vraiment intéressant. Mais qui peuvent rejoindre le genre, enfin, je veux dire, le genre comme on parle, par exemple mélodrame, comédie, parce que Demain et encore demain, par exemple, enfin, je trouve que c'est un formidable film d'amour. Et c'est une histoire d'amour extrêmement poignante, mais comme le cinéma de fiction ne pourra jamais en fait la raconter. Je trouve qu'il y a quelque chose, on pourrait, parce qu'on parle d'essais, on parle de films autobiographiques, mais je pense qu'on pourrait aussi très simplement parler d'un film d'amour, dire que c'est un film d'amour aussi. Enfin, on pourrait le qualifier aussi comme ça. Son énergie est là. Et d'ailleurs, c'est la même énergie, je trouve, qui est dans le film d'Alain Cavalier, La Rencontre, dont le matériau est le même, en fait, c'est-à-dire la rencontre avec quelqu'un. Et comment... Mais c'est intéressant parce qu'on pourrait aussi aller un peu plus loin. Et le fait que la rencontre avec quelqu'un, donc là, il se trouve qu'au début du film, je rencontre quelqu'un et le film raconte en partie cette histoire, mais parce que la rencontre devient un scénario, en fait. Et je pense qu'Alain Cavalier aussi, dans La Rencontre, il va utiliser la rencontre avec cette personne dont le nom m'échappe là. Il va utiliser la rencontre, comme Françoise, comme un scénario qui lui est proposé par la vie. Et en fait, il va suivre le scénario. Enfin, il va suivre les événements qui deviennent un scénario. Et c'est ce qui m'est arrivé quand je fais Demain et encore demain. Et là, c'est vraiment l'événement, quoi, qui arrive et qu'on va suivre. Mais l'événement, il n'est pas souvent aussi programmatique qu'une nouvelle histoire d'amour qui vous tombe dessus, quoi. Ça n'arrive pas toutes les 5 minutes, hein, malheureusement. Enfin, peut-être heureusement, d'ailleurs. Et donc, dans d'autres films, qu'est-ce qui va être dans d'autres films qu'Alain Cavalier a fait, puisqu'on en parle, mais même tous les cinéastes que vous montrez, qu'est-ce qui va être le moteur, en fait, la question, le programme, le scénario, voilà.
quand on va faire ces films dans le mouvement de la vie, on ne peut pas le savoir à l'avance. Donc le mouvement de la vie va vous conduire à définir une question ou à définir une forme qui va devenir le programme du film. Voilà, alors ça c'est vraiment... enfin, comme mouvement artistique, je trouve que c'est très intéressant et très, très complexe. Pardon, je reviens juste un peu en arrière parce que c'est une question que je voulais vous poser. Je reviens sur ces questions de temporalité et du coup de montage, donc c'est-à-dire de la création d'un récit, la fabrication d'un récit. Est-ce que vous trichez avec la chronologie? Ou est-ce que vous montez c'est-à-dire que votre montage suit la chronologie de la prise de vue, ou est-ce que est-ce qu'il y a un peu de triche? Alors je pense peut-être pas tant pour Grandir, mais peut-être pour demain et encore demain, vu que c'est sur une année, on peut peut-être changer quelques jours ou quelques semaines, prendre un plan. Oui, en fait, moi, franchement, je m'en souviens pas vraiment. J'emploierais pas le mot de triche quand même, parce que bon. Non, mais bon, vous pouvez, hein, mais moi je l'emploierais pas parce que il me semble que justement, en fait, c'est peut-être le contraire d'ailleurs. Dans Demain et encore demain, il me semble que le film, il est assez proche dans son mouvement en fait de ce qui s'est passé, parce que justement à cause de ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire la rencontre va être un programme en fait, un scénario, et il y a un autre scénario dans le film qui est la trajectoire scolaire de mon fils Victor, et donc là aussi c'est inscrit dans le temps, alors que dans ce film-là, dans Grandir, pardon, le film qu'on a montré tout à l'heure, en fait, ce que j'essaye de raconter, c'est vraiment une histoire familiale et comment les sentiments vont se succéder, enfin, vont prendre forme par rapport au passé, comment les identités se remodèlent, bon, alors du coup, il y a certainement dans le film, il me semble, des moments qui sont pas forcément au moment chronologique qu'on représente, quoi. Mais comme je le fais sur 10 ans et que à un certain moment, je me suis rendu compte que ce qui était beau, c'était de l'avoir tourné pendant tout ce temps, et donc que les personnes changeaient au fur et à mesure, là aussi j'étais prise par le temps, en fait. Et donc il y a certainement des choses qui ne se sont pas passées exactement au moment où on les met dans le film, mais quand même, voilà. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de redire quelque chose qui est vraiment important, en tout cas pour moi quand je fais ces films-là, mais il me semble pour beaucoup de cinéastes autobiographes, c'est que la matière première de ces films, c'est le temps, c'est le mouvement de la vie, et donc c'est la mort. Alors là, ça me frappe à chaque fois que je vois les films, ou ça m'a encore frappé en lisant la programmation que vous avez faite. Voilà, c'est des films qui sont adossés sur la disparition, parce qu'on les fait pour faire exister le présent de ceux qu'on a filmés. Et ça me frappait encore en regardant le début là tout à l'heure de Grandir. Forcément, pour moi, c'est à la fois des actes, disons, artistiques, et puis aussi tout simplement des films familiaux où, comme n'importe qui, quand je les vois, je me dis « Oh là là, qu'est-ce qu'on a vieilli !» Et puis, voilà, quoi, le temps a passé et tout le monde s'est transformé, quoi. Donc, c'est vraiment la matière du film, c'est une matière temporelle. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça que c'est... Voilà, presque dans la matière du film, il y a le fait de garder quelque chose de la chronologie. Mais je n'ai pas une religion aussi forte que justement Alain Cavalier, qui dit qu'il ne change pas du tout le mouvement. Mais je comprends qu'il fasse comme ça. Après, moi, j'ai l'impression que dans notre esprit, les sentiments voyagent dans les jours, quoi, et que si je mets le mardi avant le lundi, en fonction de ce que je raconte, c'est peut-être mieux, même. Je vais peut-être mieux le raconter si je le fais comme ça.
Et du coup, je rebondis, et après, pardon, je vous laisse la parole, sur justement cette question du temps qui passe, cette question de la mémoire enfin, que je trouve, en tant que spectateur, voilà, qui me fascine complètement et que je trouve assez vertigineuse. Et je vais reprendre, c'est Ross McElwee qui disait à propos du montage, à propos de ces images, et qui disait que monter et remonter les images de ses proches, c'était une manière de les caresser et de les garder toujours en vie. Ensuite, je repense à Mekas aussi, Jonas Mekas, qui lui disait par rapport aux images, par rapport à ces images, qui dit c'est réel, c'est le réel, ce ne sont pas des souvenirs. C'est le réel, ça existe maintenant, à ce moment-là, c'est présent. Donc il y a vraiment cet attachement à la mémoire et à garder présent quelque chose. Et en même temps, je repense à une phrase de Thomas Wolfe qui disait on n'écrit pas pour se souvenir, on écrit pour oublier. Oui, peut-être. Et alors du coup ça me ça me trouble parce que enfin voilà, je sais pas comment est-ce qu'il y a une part d'oubli dans le fait de vouloir préserver? C'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les deux, vous avez raison, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est fort le mouvement qui fait qu'on va dédier sa vie à faire quelque chose. Donc c'est faire que le présent soit éternel. Voilà, ce moment-là. Je sais pas, quand on va peindre quelqu'un, c'est la même chose, je crois. C'est-à-dire que ce moment-là, cette relation, cet espace entre moi et l'autre, ben, ce moment-là, il va rester pour toujours, comme par la grâce du cinéma, en plus, qui filme le présent. C'est très important. Il va rester pour toujours. Oui. Mais il me semble qu'il y a aussi, c'est vrai, cette phrase sur l'oubli, il y a aussi un espèce de désir, en fait, de déposer à un endroit dans le film quelque chose, un mouvement, une réflexion, un souci, une angoisse, et peut-être de la ranger, en fait, je dirais, d'en faire quelque chose pour que ce soit dénoué. Peut-être, je dirais pas oublié, mais dénoué, apaisé, qu'il y ait un travail qui soit fait pour que ça soit plus souple, ou ça aille mieux, ou je ne sais pas. Quelque chose qui fait que on va y travailler, en tout cas, en faisant le film. Et puis, le fait d'y travailler, peut-être que ça va faire quelque chose, on ne sait pas trop quoi. Donc oui, je trouve que les deux sont vrais. Une question, une remarque? Il y a quelqu'un là-bas. Merci. Bonsoir et merci. Je vais moi aussi un petit peu m'excentrer vers la littérature. Je voudrais savoir si vous connaissez la littérature de Annie Ernaux, notamment Écrire la vie, et si vous vous sentez proche de son écriture. Ah bah oui, tout à fait, oui. Oui, en fait, quand je faisais... c'est même la littérature, c'est-à-dire que quand j'ai fait ce film Demain et encore demain, en fait, il n'y avait pas vraiment, à part donc Ross McElwee et Jonas Mekas, en tout cas moi je ne connaissais pas tellement de cinéastes qui faisaient ça. Et donc, quand je faisais le film, je pensais à la littérature et à la peinture. À un moment, j'ai filmé dans Demain et encore demain des reproductions de Rembrandt qui s'est peint à différents moments de sa vie, dans justement le passage du temps. Et je pensais à Virginia Woolf, à Colette et aussi à Annie Ernaux. C'est-à-dire qu'en fait, le livre Écrire sa vie n'existait pas à ce moment-là, mais il y avait des textes d'Annie Ernaux et bien sûr, ça m'inspirait tout à fait, oui. C'est-à-dire, comment dire ça, le fait de d'écrire, écrire en fait, tout simplement écrire pour saisir le passage de l'être dans le temps.
Et évidemment, moi, j'adore l'écriture, la littérature. Ça a été ma première peut-être inspiration avant le cinéma. Et donc oui, je pensais tout à fait, totalement à l'écriture, aux mots. Et d'ailleurs, même dans Demain et encore demain, j'ai beaucoup filmé. En fait, j'écrivais en filmant. C'est-à-dire, je ne me contentais pas de filmer, mais j'écrivais mon journal. Et donc, à certains moments, j'ai filmé un peu ce journal en espérant donner comme ça une sorte de vérité sur l'espèce de mouvement que j'étais en train d'essayer de faire. Et j'ai une deuxième question. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez transgressé les tabous de la famille en montrant des choses qui normalement ne se montrent pas dans les familles. Oui. Alors, un mort ou quel rôle ça a joué? Est-ce que ça a été un moteur pour vous pour continuer justement de dire ce qu'on ne dit pas, de montrer ce qu'on ne montre pas normalement? Non, en fait, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que le fait de l'avoir fait, ça m'a atteinte, en fait. Je pense que je l'ai fait parce que j'étais poussée par le mouvement de mon inspiration et puis de mon, comment dire, de ce qui dans mon esprit était une espèce de, entre guillemets, devoir artistique. Mais le fait de l'avoir fait, même si ils m'ont tous dit mais oui, d'accord, etc. C'était pas évident, quoi, disons. Même si je suis contente d'avoir fait le film, je ne le regrette pas. Mais je pense qu'il y a une espèce de prix, quoi. Donc là, je voudrais justement recommencer, remonter, etc. Mais ça se fait pas comme ça pour moi. Hein. Le moteur n'était pas de transgresser le tabou. Quoi. Je l'ai fait, mais bon. Et dans votre famille, est-ce qu'il y a des personnes qui se sont opposées à être filmées, par exemple? Non, pas vraiment, en fait. Pas vraiment, non. Après, justement, j'étais pas tout le temps en train de filmer. Et là, par exemple, là, je ne filme pas. Vous voyez, je filme pas tout le temps. Je pense que être tout le temps sous le regard d'une caméra quand on va faire quand on vit, c'est extrêmement pénible. Enfin, voilà. Moi, j'aimerais pas du tout ça, quoi. Et mais j'étais j'avais quand même un projet cinématographique, quoi. Même si je pense qu'ils avaient l'impression que je n'y arrivais pas, que je le ferais pas, en fait, j'avais un projet. J'étais pas dans un filmage obsessionnel. J'étais dans un projet de film. Donc non. Après, je pense, enfin, c'est ce que je ressens, par exemple, maintenant. Je pense qu'il y a des moments critiques. Il y a eu beaucoup d'autres moments après ce film plus critiques où je pense qu'ils ont été heureux que je ne filme pas ou que je n'ai pas envie de les... Enfin, vous voyez, que je n'ai pas ce projet cinématographique de filmer aussi des tas de moments de crise, etc., qui se sont passés, où j'ai pensé qu'il valait mieux les laisser tranquilles à essayer de résoudre les questions qui se posaient. Mais oui, c'est pas rien, quoi. Et qu'est-ce qu'ils pensent du résultat, finalement? Ben, faudrait leur demander, mais en tout cas, ce qu'ils m'en ont dit, puis c'est pas facile de savoir ce qu'on pense vraiment. Voilà, de temps en temps, ma sœur me dit, mais c'est formidable que ces films existent, voilà, où ils vont y faire référence. Non, je pense que c'est plutôt... ou quand quelqu'un parle à ma mère en lui disant « Ah, je vous ai vu dans le film » et tout ça. Je crois que ça lui plaît, ça l'intéresse. Après, je pense que c'est moins important pour eux que pour moi. Vous voyez ? C'est-à-dire, c'est mon projet, en fait. C'est moi qui y ai passé tout ce temps, etc. Donc, je pense que bon, pour eux, voilà, ça existe, c'est intéressant, c'est bien. Ils ont eu des retours de personnes qui ont été touchées par les films, etc. Donc, ça les a touchés. Ils passent pas leur vie, je pense, à penser à ces films-là, quoi. Voilà, je crois que c'est à peu près ça. Merci. Mais je crois que plus le temps passe, plus ces films prennent de la valeur pour eux. Je pense que et d'ailleurs, quand je les ai faits,
j'avais aussi cette idée-là. C'est-à-dire que de garder la trace de ces êtres pour qui j'avais beaucoup d'amour, en fait, d'intérêt, qui sont précieux pour moi. Et donc, j'avais la vision de voilà, mes petits-enfants, mes nièces, mes neveux, leurs enfants, pour qui ce serait comme un patrimoine, en fait, ces images. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, d'ailleurs, qui est peut-être important par rapport à ça, c'est le fait que on est une famille donc de déracinés, hein. Ils viennent d'Espagne, ils n'ont rien, ils s'installent en Algérie. Après, hop, il y a l'indépendance et ils arrivent en France dans un trou, quoi. Enfin, un trou mental, moral, une dépression, une perte. Et je pense que faire ces films-là, ça a été aussi une manière de constituer des archives pour je ne sais qui. Mais j'avais, oui, cette espèce de sensation comme ça. Là où il n'y avait rien, bah, maintenant il y a quelque chose. Enfin rien, pas grand-chose, disons. Très peu de photos, pas de lettres, pas de meubles, pas de... Voilà, du vide, de la perte. Là, il y a quelque chose. Je pense que c'est comme une réaction d'enfant face à cette perte. Ben, moi, voilà, j'ai fait quelque chose. Il y a une archive, quoi. Il y a des archives. Et ceux qui viendront après en feront peut-être bien d'autres choses, enfin, ce qu'ils voudront, quoi. Et donc ça, il me semble que plus le temps passe, plus les uns et les autres sont sensibles à ça, en fait, au côté précieux que ça peut avoir. Bonsoir. J'ai une question, c'est que pendant le film, on voit qu'il y a très peu d'interactions que vous avez avec les autres membres de la famille, les autres acteurs sociaux. Et cependant, on se voit plusieurs fois pendant le film, vous montrez bien que vous dans le miroir, que vous êtes bien une humain derrière la caméra. Et du coup, vous n'êtes pas disparu et ce n'est pas juste une caméra qui est là. Vous êtes encore là. Du coup, vous êtes un acteur social, comme on dit. Du coup, j'ai la question, c'est est-ce que votre but, je ne sais pas si c'était par rapport au montage que vous avez coupé des scènes où vous étiez en train d'interagir avec les autres, si vous avez fait ça exprès ou si vraiment... c'était toujours comme ça. Alors, ma question, c'est est-ce que vous aviez essayé exprès de rester en tant qu'observatrice passive et non pas, sans participer dans les interactions sociales? Est-ce que c'était une but exprès ou, pour vraiment capturer l'ambiance de la famille et à quel point votre présence aurait pu changer cette ambiance? Je pense que... Comment? Oui. Oui. Enfin, je ne sais pas si je perçois vraiment le film comme vous l'avez perçu. Mais c'est ce que j'allais dire, enfin ce que vient de dire Franck, là. Moi, j'ai l'impression quand même d'avoir interagi, enfin, d'être dans des actions. Après, c'est vrai que filmer, je me rappelle d'un chef opérateur avec qui j'ai travaillé, Jacques Pamard, qui disait, il faut choisir manger ou filmer le repas. Et c'est vrai que j'étais souvent, c'est peut-être pour ça que vous avez cette impression, j'étais souvent prise dans ce choix, quoi. C'est-à-dire que je n'étais pas là en train de tout filmer, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est impossible, d'ailleurs. Et donc, filmer, c'est filmer. Donc, quand on est en train de filmer, c'est pas évident d'être en train de courir tout en étant en train de filmer ou d'être en train de faire la vaisselle en étant en train de filmer, puisque, vous voyez bien, on est en train de filmer, quoi. Et donc, c'est sûrement pour ça que vous avez cette impression. Et puis, c'est aussi, je pense, là, par le fait que dans mon projet cinématographique, je voulais les filmer, quoi. Et donc, j'étais
en train de chercher une place où j'étais pas en train de filmer mon interaction avec eux, mais je voulais les filmer. Donc mon but n'était pas de faire le portrait de mon interaction avec eux, mais de faire un portrait donc de les filmer. Et donc d'être dans un certain retrait pour pouvoir les filmer. Voilà, c'est ces deux réponses. Et alors, le commentaire, là, voilà, et même le montage, c'est-à-dire que c'est des films, mais tous les films se font par couches successives, mais là, c'est encore plus vrai peut-être. C'est-à-dire que au moment où je vais monter le film, lui donner une forme et trouver des mots, c'est là où ma place va s'écrire davantage. Et d'ailleurs, en faisant ce film, en fait, j'essaye d'arriver à pouvoir parler en filmant. Parce que ça, c'est très compliqué. En fait, peu de cinéastes y arrivent. Bon, Alain Cavalier, ça a été sa conquête, enfin, vraiment. Et moi, j'ai énormément essayé, et je pense dans ce film-là, je ne sais pas si vous l'avez perçu, mais finalement, j'y arrive. C'est-à-dire que d'abord, je fais un commentaire que j'ai essayé d'improviser, en fait, et pas d'écrire, parce que je trouvais que je voulais, en fait, essayer d'être saisie par le film comme ce que je filmais, c'est-à-dire sans cette espèce de maîtrise, en fait, du commentaire. Vous voyez, si vous pensez au film avec commentaire que vous connaissez, pour moi, film documentaire avec commentaire, c'est pas forcément un jugement d'ailleurs, hein. C'est juste une description. En fait, il y a comme une différence de matière entre le cinéma direct, qui va être ce qu'on va filmer, et puis le commentaire, qui va souvent être écrit et extrêmement lissé, même dans la manière de le dire. Et donc, dans ce film-là, ce que j'ai essayé, dans les moments où, au début, je fais un commentaire, c'est de faire un commentaire que j'écrivais pas et que j'essayais d'improviser pour avoir ces espèces d'irrégularités du mouvement de la vie que je filmais quand je filmais, quoi. Et au fur et à mesure du film, j'ai essayé justement de prendre la parole aussi quand je filmais. Et c'est assez compliqué, en fait, de prendre la parole en filmant, parce que, vous voyez, on est comme dans deux mouvements, en fait. Le mouvement de regarder, d'être concentré sur l'autre, et puis le mouvement de se laisser filmer. D'ailleurs, je pense qu'Alain Cavalier, il filme rarement une conversation. Ici, dans ses derniers films XXL, mais souvent, il va se filmer en train de parler, quoi. Comme une voix intérieure. C'est pas pareil une voix intérieure qu'on essaye de capter, soit dans un commentaire, soit en produisant la voix intérieure tout en filmant. Par exemple, je filme le piano et puis je commente le piano presque pour moi-même. Et une conversation, filmer une conversation où on est soi-même protagoniste de la conversation, c'est tout un jonglage, quoi. Et puis, je pense que ça demande aussi beaucoup de détachement sur sa propre image. Parce que c'est ça, en fait, hein. Quand on va filmer quelqu'un, on va essayer de protéger son image. Enfin, il me semble. Je filme quelqu'un, j'essaye de lui inspirer que je vais le filmer d'une manière qui va être honnête, qui va l'aider à maintenir certaines limites. Enfin, vous voyez, quoi. C'est assez compliqué de faire ça pour soi. Voilà. Enfin, j'essaye de répondre à votre question et qui est très, très intéressante, qui m'a beaucoup occupée justement au moment où j'ai monté le film et où j'ai essayé de définir en fait quelle était la place dans laquelle j'étais, moi qui faisais le film. C'est-à-dire, est-ce que j'étais, par exemple, dans un présent du film, je suis en train de filmer, voilà ce que je pense. Est-ce que j'étais dans la salle de montage, je suis en train de monter le film et voilà ce que je pense. Est-ce que j'étais encore après? Par exemple, je pense que quand Alain Cavalier fait La Rencontre, il se place dans une temporalité comme de presque au moment d'un après, quoi. Presque dans une mort, en fait. Voilà, enfin, c'est des questions très intéressantes
la place des cinéastes dans un film essai. La place de la parole, Ouais, en fait, du commentaire, on pourrait dire. Je pense que c'est un peu plus que du commentaire, parce que là, Oui. là par exemple, Oui. il y a, je pense qu'il y a 3 niveaux, il y a au moins 3 niveaux de parole. Ouais. Il y a le dialogue, un dialogue qui est enregistré, c'est-à-dire une discussion entre les Cinéma personnes direct, qui est enregistrée en direct. Il y a l'intervention donc du cinéaste en direct. Ouais. Qui parle en même temps comme une voix film, intérieure, comme une voix intérieure, mais sur le moment présent. Et il y a aussi un 3e niveau qui est justement la voix à la salle de montage, qui est plus de la réflexion. C'est quelque chose qu'on retrouve en tout cas dans ces 2 films, mais qui peut aussi renvoyer à 3 autres niveaux. Il y a presque 3 autres niveaux qui sont de l'ordre du dialogue. C'est aussi la place du cinéaste dans le film, dans le moment qui est tourné, donc la relation entre filmeur et filmé, et un autre niveau entre filmeur et regardeur, c'est-à-dire le spectateur qui encore arrive à un autre moment. Cette place de la parole, elle est, il me semble que c'est l'élément fondamental de ce qu'on va appeler journal filmé ou d'un cinéma, d'une écriture autobiographique qu'on retrouve. Et je trouve qu'on retrouve d'autant plus, on en parlait tout à l'heure en montant dans les escaliers, ça m'a frappé, c'est dans Grandir, quand vous montrez une séquence de Demain et encore demain à Victor, votre fils, qui est un échange avec votre mère, donc dans Demain et encore demain, qu'on voit tout à l'heure, et où justement il y a cet échange avec elle, en direct, et il y a la voix, la salle de montage qui arrive après, qui est réflexion, et où vous dites, c'est la première fois que l'on, je ne me rappelle pas exactement, mais c'est la première fois que l'on parle comme ça, que l'on arrive à parler de ce sujet, et c'est grâce à la caméra, sans quoi on n'aurait jamais pu aborder ces sujets-là. Et ce qui est, je trouve encore d'autant plus troublant et intéressant, c'est que dans Grandir, Victor il dit tu n'aurais pas dû rajouter cette voix sur l'échange avec ta mère. Oui, critique. En fait, ce qui moi me plaisait là-dedans, c'est de produire encore un sens, en fait. Pourquoi ? Parce que c'est comme une manière de replier ce qui vient de se passer pour faire apparaître dans les replis peut-être d'autres vérités, quoi. Et là, c'est ça qui était très, très intéressant, touchant. En fait, c'est toujours la question de comment produire une forme qui va englober le cinéma direct tout en produisant un autre sens que celui qui apparaît juste dans le fait de filmer, en fait. Et alors là, en montrant cet extrait à Victor, c'est ce que j'ai essayé de faire, en fait. Et en mettant des phrases sur une image de cinéma direct, c'est ce qu'on essaye de faire, en fait, créer comme une deuxième couche. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à la question qui a été posée sur la littérature, l'écriture, en fait, et parce que là, tu parles du rapport avec le spectateur. C'est-à-dire que, quand même, il s'agit aussi de trouver des autres. C'est-à-dire que en fabriquant ces films-là, bon, il y a tout ce qu'on vient de dire, hein, qui est dans d'autres mouvements, mais moi, il me semble qu'il y a aussi le spectateur, en fait. C'est-à-dire que c'est pas seulement des films qu'on va faire pour soi, mais aussi des films qu'on va faire pour les montrer. Et donc, les montrer, c'est pourquoi, en fait. Qu'est-ce qu'on fait en les montrant ? Et moi, il me semble que en les montrant, en fait, on est moins seul par rapport aux sentiments dont on parle dans les films. Et on cherche, comme dans le brouillard, dans la nuit, dans l'ombre de la salle de cinéma, d'autres chez qui ce qu'on a fabriqué, les formes qu'on a faites, font écho. Voilà, c'est tout bêtement quelque chose comme ça. Trouver d'autres humains à qui ça dit quelque chose, ce qu'on ressent, ce qu'on a essayé d'inscrire dans cette forme cinématographique. Et c'est quand même très important
ce rapport avec des spectateurs connus et inconnus. C'est pas forcément, on va pas chercher forcément une conversation, mais un écho, l'impression que on n'est pas seul à éprouver ces sentiments et que eux, du coup, ne sont pas seuls à les avoir éprouvés. Voilà, il ne s'agit pas seulement de laisser une trace, mais de créer des échos, des rencontres, une espèce de relation, en fait. Et il y a, pardon, je reviens aussi toujours sur cette question de la parole et du commentaire. Il y a, enfin, je trouve surtout dans Grandir, il y a quelque chose de Chris Marker dans le côté analyse ou réflexion par moment sur qu'est-ce que c'est que filmer, ou enfin voilà, le rapport à l'image. À un moment donné, il y a une phrase qui je trouve qui est très très belle et qui rejoint tout ce qu'on vient d'évoquer. À un moment donné, vous dites je les filme plus que je ne les regarde. Oui, c'est vrai. Ça, je trouve que c'est, enfin, ça m'est resté. Oui, parce que je me rendais compte que j'étais tellement obsédée par le fait de filmer que je passais pas vraiment le temps de les regarder, quoi. Je voulais capter. Et c'est touchant pour moi, cette référence à Marker, parce que là, je suis en train d'écrire un film à partir de La Jetée. Je ne vais pas raconter le film, parce que, bon, qui est à la fois un film familial et un film autobiographique, et un film, j'espère, sur le cinéma. Et une des phrases de Marker qui m'inspire, c'est à un moment, Marker dit « on ne sait jamais ce qu'on filme ». Et là, en fait, c'est aussi, je pense, pour ça qu'on va inscrire un commentaire et qu'on va inscrire du montage, c'est-à-dire pour révéler ce qui a été filmé. Et c'est ce que j'essaye beaucoup de faire dans le film, en particulier à ce moment-là, c'est-à-dire, un deuxième regard, en fait. Et quand on ne sait jamais ce qu'on filme, c'est parce qu'il y a un deuxième regard qui va essayer de révéler ce qui a été filmé sans qu'on le sache. Et moi, il me semble que souvent, là, justement, quand je fais ça, quand je les filme plus que je les regarde, c'est parce que j'essaye de filmer quelque chose qui va être un document que je vais pouvoir essayer d'analyser pour comprendre mieux quelque chose de ce qui se passe dans cette famille, voilà, qui est à la fois quelque chose que j'aime regarder et qui a un mystère, qui a une angoisse, qui est... Voilà. Bon, bah, on a dit beaucoup de choses, là, peut-être. Hein. Beaucoup de choses, il est quart, si jamais il y a une dernière question, sinon peut-être faire une pause entre les... pour revenir... Une question ici. Ouais. Ouais, désolée, j'en ai une, mais je pense que vous avez déjà pas mal répondu. C'était plus votre rapport à l'outil caméra, que dans votre film, vous portez... vous mettez jamais sur pied, vous mettez jamais sur une table. Vous passez un moment à votre fils, mais votre frère, vous lui donnez pas la caméra au début du film quand il veut la prendre. Et... non, il voulait... Ah oui, il voulait me filmer. Oui, c'est ça. C'est pas qu'il voulait la prendre, c'est qu'il voulait me filmer. Mais donc, il aurait dû l'avoir dans les mains. Enfin, je voulais juste savoir ce rapport que vous avez avec cet outil. Vous avez dit que pour le film qui a demain et après-demain, on vous l'a prêté pendant 10 ans. Est-ce que c'était votre caméra? Est-ce que des fois vous vous interdisiez de la prendre? Est-ce que des fois vous aviez comme des sentiments un peu boulimiques de se dire non, j'ai trop filmé, enfin ce rapport un peu... Oui. En fait, il n'y avait pas une seule caméra. Dans Demain et encore demain, j'ai eu plusieurs caméras, ils m'ont prêté plusieurs genres de caméras, j'ai essayé plusieurs caméras, et c'était très... comment dire, c'était chouette en fait, parce que j'avais un cadre extrêmement sécurisant qui était celui de Lina, et donc un rapport en fait assez, je sais pas comment dire ça, moi j'étais seule à faire le film, mais il y en avait d'autres pour qui faire des films expérimentaux c'était banal, quoi. Voilà. Et ça, c'était vraiment une expérience géniale et que malheureusement, je n'ai pas renouvelée. Et quand j'ai fait Grandir, là, j'étais toute seule et j'ai eu énormément d'outils. J'ai jamais eu une caméra, justement. J'ai, téléphone, appareil photo, une caméra prêtée,
Voilà, enfin des tas de trucs quoi. Je suis jamais arrivée, hélas, à me stabiliser avec une caméra. Là maintenant, je tourne avec mon téléphone. Là, il n'y a pas longtemps, il est tombé en panne et je me suis acheté un iPhone 11. Du coup, là, j'ai quand même, c'est super, voilà, c'est assez perfectionné. En même temps, c'est pratique, c'est facile pour moi. Et donc, je sais pas, il y a un peu plus de stabilité pour moi sur le plan du matériel, mais c'est un gros souci pour moi, le matériel. Non, j'ai pas une caméra que j'ai gardée pendant 10 ans, hélas, non. Non, j'ai été beaucoup plus nomade, ou précaire, disons plutôt. Mais c'était le sujet, en fait. Le sujet, c'était quand même cette famille tout le temps en exil, ma mère, voilà, qui était une enfant trouvée, etc. Et je pense que j'étais même dans l'outil, j'étais aussi dans cette extrême précarité. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, justement le côté protéiforme de votre cinéma. Oui, alors oui, c'est vrai que j'ai fait des films avec plus de sécurité dans d'autres univers. Ouais. Mais en fait, moi, ce que je trouve bizarre, c'est que tout le monde ne soit pas comme moi, finalement, plutôt. C'est ça que je trouve bizarre. Mais d'ailleurs, peut-être qu'en fait, il y a plein de cinéastes qui font des films comme ça et ils les montrent pas, c'est tout. Mais parce que c'est tellement la vie, quoi, d'être comme ça. Je sais pas, de faire des films documentaires et puis d'autres films et puis c'est comme, voilà, je sais pas, moi. La cuisine, hein. Un jour on va faire un très bon plat gastronomique et puis il y a la cuisine de tous les jours et puis, enfin, vous voyez, le genre de métaphore qu'on peut faire, bah oui. On va apporter une très belle robe et puis ça n'empêche pas de se mettre en jogging et puis enfin etc. quoi. C'est ça qui me paraît normal pour moi.